Monsieur le député Pouria Amir Chahi, bonjour. 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 Et bienvenue sur France Maghreb 2. Votre réaction donc au lendemain de ce vote à l'ONU? D'abord une grande émotion pour les Palestiniens, pour leur dignité. Ça fait tellement longtemps que cette reconnaissance était attendue, était nécessaire. Je pense que c'est bien dans l'histoire d'un pays, d'un peuple, pour leur conscience collective, de ne pas être simplement perçu comme étant le peuple des opprimés, mais aussi un peuple à part entière comme tous les autres. Donc ça a une symbolique très forte. Et au-delà de la symbolique, c'est du droit maintenant. Donc c'est politiquement une excellente nouvelle. Parce que si on regarde le droit international que les rapports de force dans les négociations vont être un peu plus équilibrés. Avant on avait un État et un non-État. Maintenant on a deux États. Donc c'est un pas en avant. Puis je dois le dire, assez fier de la position de mon pays, de la France, et surtout très très content de la mobilisation qu'il y a eu partout dans le monde, sur les réseaux sociaux, dans l'opinion publique, parce que je pense que tout le monde a compris que c'est dans l'intérêt de tout le monde, des Palestiniens bien sûr, mais des Israéliens aussi, mais aussi l'intérêt du monde, que l'on reprenne la marche d'une négociation. Alors elle n'est pas forcément toute faite, loin de là. Maintenant une nouvelle aventure commence, mais au moins on dira que la raison et le droit ont été plus importants cette fois-ci que la force et la haine. Voilà. Monsieur le député, vous-même, vous avez beaucoup agi pour que la France prenne cette position, parce qu'on savait que la position, nous dit-on, du président de la République était hésitante. Le président de la République qui a déclaré, quand il a reçu le Premier ministre Netanyahou il y a quelques jours, notamment du côté de Toulouse, qui disait qu'il préférerait la négociation directe à ce vote qui arrivait. Donc, pourquoi vous avez agi, vous, dans ce sens, pour convaincre, y compris à l'intérieur de votre parti? Parce que, encore une fois, et à mon avis, il en va d'abord d'une question de justice. Trop souvent, on pense à l'équilibre entre la Palestine et Israël, mais c'est au-delà de l'équilibre une question de justice. Et je pense qu'il faut que le droit rende justice. C'est important. On ne peut pas avancer dans l'histoire un coup d'humiliation, ou alors on accepte l'idée que de génération en génération, se transmette le flambeau de la haine. Ce n'est pas possible. Donc il fallait une décision forte, et des occasions comme celle-ci dans l'histoire, ils ne représentent pas deux tous les matins. Donc c'était un moment historique, il fallait l'honorer. Donc moi je me suis battu parce que je crois d'abord dans la parole de donner, c'était un engagement de François Hollande. Ça fait longtemps que je me bats. Exactement. Et encore une fois, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, de droit, de justice, de raison, et d'intérêt aussi pour deux États, d'engager des négociations sur des bases, encore une fois, équilibrées, et pas sur le schéma du pot de terre et contre le pot de fer. Donc je pense que c'était important, et puis ce n'est que justice. Voilà, je pense que c'est une belle avancée. Je l'ai fait avec enthousiasme. Je l'ai fait. J'étais pas tout seul. De nombreux parlementaires aussi ont suivi. Et surtout, j'ai vu que dans les réseaux sociaux, ça a suivi, ça a bien pris. Alors pourquoi j'ai fait cette campagne? Parce que je pense que on ne pouvait pas laisser simplement aux diplomates ou entre les mains des diplomates un tel enjeu. La grande nouveauté du monde moderne, c'est le retour en force des sociétés civiles, des opinions publiques sur la scène internationale, qui comptent tout autant. Et le fait d'avoir, je me suis dit ça, je me suis dit, allez, je vais lancer une campagne, on va voir si ça prend, ça a pris, en créant un fameux hashtag, là, sur Twitter, donc, Palestine 194, qui va se dépasser, puisqu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui l'ont repris dans le monde. Je pense que la moitié ne savent même pas qui je suis, mais ça n'a aucune importance. Ce qu'il fallait, c'était que ça prenne, et ça a bien pris. Mais est-ce que c'est pas parce que vous appartenez, monsieur le député, aussi à cette nouvelle génération de députés qui est rentrée à l'Assemblée nationale et qui a amené avec elle un nouveau souffle, parce que vous avez milité quand vous étiez étudiant pour cette cause et pour d'autres causes, et est-ce que c'est pas ce nouveau souffle qui vient remettre un petit peu aussi en place beaucoup de classiques de l'Assemblée nationale qui sont restés sur des positions qui ont 10-15 ans et qui n'en ont pas changé? Peut-être. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que si je suis élu à l'Assemblée nationale et si j'ai voulu à un moment donné participer au combat politique, c'est pas pour arrêter pour ranger mes idées dans un tiroir le jour où je suis élu. Sinon, il faut faire autre chose dans la vie. Je sais pas, moi, boulanger, pompier ou autre chose. Je suis militant. Quand on est militant, on est et que comme moi, j'ai eu la culture du mouvement associatif, du mouvement syndical. Le jour où on devient en responsabilité, il faut rester fidèle à soi-même. Il n'y avait pas de raison que je change d'avis dès que je suis élu. Au contraire, être élu, c'est aussi servir une cause. C'est un levier de plus pour faire avancer des idées. Et peut-être que cette dimension-là je sais pas si j'ai ramené de la fraîcheur. En tout cas, je suis pas le seul. Mais j'ai vu aussi que beaucoup d'anciens ont suivi, parce qu'il y a aussi des anciens et des sages qui, depuis quelques années, portaient aussi ce combat-là. Dernière question de ma part, si vous permettez, monsieur le député. L'année dernière, avant donc le discours du président
président Abbas à l'ONU. Une cinquantaine de députés 120 députés avaient écrit au président Nicolas Sarkozy, donc à l'époque, pour lui demander de ne pas voter pour. Et on a remarqué que depuis que vous et quelques autres avez lancé cette campagne de voter cette année pour, il n'y a pas eu cette réaction, notamment de M. Gaussgan et de quelques autres, qui se sont toujours opposés à cette avancée diplomatique. Comment vous expliquez ça? Sans doute un changement dans l'opinion, peut-être vous l'avez dit aussi, un changement de génération dans la classe politique, et puis le fait que l'argument devenait une évidence, au nom de quoi on peut pas dire d'un côté il faut 2 États pleinement souverains et pleinement en sécurité et ne pas appliquer dès lors que la question se pose explicitement ce principe. Donc à un moment donné, tout le monde était au pied du mur. Et puis vous m'avez posé la question tout à l'heure, pourquoi j'ai fait campagne assez tôt, justement pour éviter que ceux qui pour moi sont bloqués le processus de paix en s'opposant à cette création ne soit plus important. Donc je l'ai fait aussi comme ça, en intégrant cette idée qu'il fallait peut-être parler de manière plus forte et être plus nombreux que les autres, oui. Monsieur le député, une question d'un autre journaliste, Khalid, qui souhaite vous poser une question. Oui, bonjour monsieur. Je voulais savoir si, selon vous, il faut que les Israéliens se débarrassent du Likoud, donc de Netanyahou et de ses visions expansionnistes et illimitées sur la Palestine, puisque déjà des plans d'occupation ont été annoncés ce matin. 4000. Et est-ce que, jusqu'où pensez-vous, vous personnellement et votre mouvement, sur quelle frontière faudrait-il revenir pour que l'État palestinien soit viable? Alors là, ça mériterait un colloque de 4 heures, mais je vais essayer de vous répondre en peu de temps. D'abord, le Likoud. Moi, je suis de gauche. Le Likoud est de droite. Il y a déjà une différence de conception de ce que doit être la vie sociale, la vie économique et la vie politique. On y rajoute une dimension sécuritaire, et je crois que la pire des réponses, le Likoud l'a apporté, c'est justement en annonçant un plan supplémentaire de colonisation qui ne fait que rajouter de la rancœur, de la haine et des sentiments de vengeance. Donc, moi, sur l'échiquier politique, je soutiens partout dans le monde les forces progressistes et donc pas le Likoud. Maintenant, je m'arrête à ce stade. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en mesure de dire aux Israéliens et au peuple israélien qui ils ont à choisir. Je souhaite de tout cœur qu'ils choisissent le camp de la paix, comme d'ailleurs en Palestine, car il n'y a pas que le camp de la paix en Palestine qui gouverne que ce soit à Gaza ou à Ramallah. Donc, je suis pour les partisans de la paix, je suis pour les démocrates. Ensuite, vous m'avez posé une deuxième question sur les frontières. D'abord, il faut que les Palestiniens, et peut-être que la reconnaissance d'hier va le permettre, s'entendent entre eux. C'est-à-dire qu'il y ait maintenant une réconciliation politique interpalestinienne. Je rappelle quand même qu'il y a une césure importante. Les Palestiniens aussi ont des responsabilités. Les responsables politiques palestiniens ont un rôle éminent à jouer vis-à-vis de leur peuple, et ils n'ont pas toujours été à la hauteur. Je me permets de le dire parce que c'est le cas de tous les responsables politiques dans tous les pays du monde, et là particulièrement. Ensuite, sur les frontières, écoutez, il y a des résolutions internationales, il faut les respecter, elles ne le sont pas. Il fallait pour qu'on recommence les négociations, en passer par la phase d'hier à l'ONU. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut que des négociations s'engagent. De toute façon, elles s'engagent entre qui? Entre les deux parties. Et la question à la fois des frontières, de la capitale, elles vont être mises sur le tapis. Je pense que les frontières de 67 et je pense que les résolutions de l'ONU qui y font référence sont une bonne base. Et le problème, c'est que ce n'est plus en bonne base. Ça devient maintenant un objectif tellement on a renié sur ces résolutions-là. Donc, je pense qu'il faut encourager vraiment maintenant la négociation entre les deux parties. Bon, ça va être long. On sait que ça sera pas en 24 heures. On sait que maintenant tout commence et que ça va prendre plusieurs années. Mais il faut aussi insister sur un autre point, le développement de la Palestine, le développement économique de la sous-région. Ni les Palestiniens, ceux qui vivent dans une prison à ciel ouvert, ni les Israéliens eux-mêmes ne peuvent vivre dans un environnement aussi insécurisé, aussi instable, aussi incertain. Donc il faut que les responsables politiques en prennent conscience. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à terme à la confrontation, à l'humiliation, à la vengeance? Rien, si ce n'est la perte de toute sécurité et la peur permanente d'une génération à l'autre. Je sais que c'est un discours qui peut paraître simple, mais il faut inlassablement le marteler, le répéter, et faire en sorte que maintenant l'ONU joue son rôle, puisque maintenant la Palestine est à l'ONU. Il y a plus de facilité pour l'ONU aussi de se poser en médiateur. Voilà. Monsieur le député Pourrier Amir Chahim, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le député des Français à l'étranger. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. Merci, à bientôt, monsieur le député.